à l'Association humaniste, j'apprécie beaucoup. Je vous remercie aussi de vous être déplacé pour venir entendre les quelques idées que j'ai à y mettre. L'aventure a commencé pour moi au Salon Rouge de l'Assemblée nationale en 2014. J'ai représenté un groupe lors des audiences de la fameuse Charte des valeurs. J'étais absolument pas d'accord avec le mémoire que j'allais défendre. Et j'ai saisi une discussion entre Bernard Drinville et une députée de l'opposition. Je crois que c'est Mme Roy, mais je ne me souviens plus exactement. Et entre les deux groupes, on s'étire les jambes, puis on discute. Et la députée demande à Bernard Drinville, « Coudonc, finalement, la laïcité et la neutralité de l'État, c'est la même affaire. » Là, il est embarrassé. Il dit, « Oui, oui, pas de problème. » Là, j'ai compris. C'est ça. Alors, Drinville répond. Puis moi, j'ai compris qu'il ne savait pas exactement de quoi il parlait. En fait, il ne savait pas de quoi il parlait. Mme Roy avait l'honnêteté de demander. J'ai compris que dans la salle, très peu de gens savaient de quoi il parlait précisément. J'ai réalisé que le débat était clairement d'une imprécision manifeste. Étant scientifique de formation, puis j'ai aussi une formation juridique, j'aime beaucoup les définitions claires et précises, qu'on sache de quoi on parle. Ce qui m'a surpris, qui m'a gêné à l'époque, c'est qu'on a insisté dans le débat pour dire que la Charte des droits et libertés s'opposait à la laïcité. Là, moi, j'ai décroché. Alors, après l'échec Tony Truant du Parti québécois, j'ai décidé de m'asseoir puis d'étudier qu'est-ce que c'est la laïcité, qu'est-ce que c'est que la neutralité, qu'est-ce que c'est que la séparation de l'Église et de l'État. Est-ce qu'il y a des similitudes, est-ce que ça se superpose, etc. Et surtout, je me suis penché sérieusement sur la Charte des droits et libertés, auquel on fait dire, c'est comme une Bible, hein? On fait dire ce qu'on veut à la Charte des droits et libertés. Ma formation juridique me permettait j'étais habitué dans ma carrière, j'en ai lu un et un autre, des jugements de la Cour suprême, sans être avocat. En passant, je ne suis pas avocat, je vais me dédouaner auprès du barreau, je ne donne pas d'avis juridique. Okay? Je donne les opinions d'un lecteur. Alors, j'étais choqué par l'interprétation qu'on faisait de la Charte. Et puis, j'ai compris pourquoi le débat n'évoluait pas. Le Parti québécois n'a jamais défendu la laïcité. Il a défendu un projet de loi, mais n'a jamais défendu la laïcité. Personne n'a expliqué clairement, il n'y a pas eu de pédagogie de la laïcité. Et on a laissé les multiculturalistes définir la laïcité à notre place. On les a laissés décrire un monstre d'égoïsme et d'intolérance. Et nous, on n'a jamais riposté pour dire c'est quoi. Ah, soit dit en passant, on a le même problème maintenant. Personne n'a défini la neutralité, personne n'a défini la séparation de l'Église et de l'État. Le projet de loi 21 a au moins l'article 2, où il nous donne les 4 composantes principales de la laïcité. La liberté de conscience et de religion, l'égalité entre les individus, la séparation de l'Église et de l'État et la neutralité de l'État. Encore, il faut savoir ce que ça veut dire. Alors, est-ce que ça fonctionne, ça? Il n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Normalement, les flèches, ça fonctionne. J'ai changé un peu le titre de la présentation. J'ai voulu préciser, comme je vous disais, les termes, mais j'ai choisi de les décrire dans la langue de la Charte des droits. On parle ici de la Charte fédérale parce que la Charte québécoise ne s'applique pas à ce niveau-ci. La Charte fédérale s'occupe des interactions entre l'État et les citoyens. La Charte québécoise s'occupe des interactions entre les citoyens. On parle toujours des mêmes droits et libertés,
mais les applications des chartes sont différentes. Toutes les provinces maintenant ont une charte comme la charte au Québec. Alors, ce que je veux faire, c'est décrire la laïcité, ses composantes, dans le langage de la charte, pour vous montrer, et j'espère que ça sera concluant, que finalement, la charte n'a rien contre la laïcité. Alors, j'ai fait mes choses. Je vais commencer par établir la raison d'être de la laïcité. Fondamentalement, c'est une politique gouvernementale qui rejette le cléricalisme. C'est quoi le cléricalisme? Demandez à Charles Taylor, il va vous le dire. Le cléricalisme, c'est la théorie qui veut que la religion soit influente, sinon prédominante, dans la société. Quand les Français ont fait la Révolution, ils ont voulu sortir la religion de l'État. Ils l'ont fait physiquement, mais en principe, c'est lorsqu'ils ont établi leur charte et qu'ils ont déclaré la laïcité. Ils ne l'ont pas fait comme ça a pris 1905 pour le faire, mais ils ont décrété que personne ne pouvait être embêté pour ses opinions, même religieuses. Alors, la laïcité, fondamentalement, rejette le cléricalisme dans l'élaboration des lois et dans la gestion de l'État. Et elle accorde, l'État accorde une autonomie similaire aux croyances. C'est un deal. Nous, on décide qu'on est autonome, on ne vous emmerdera pas trop. Ça a été le compromis qui a été à l'origine, à la Révolution. Lorsqu'on veut se construire un modèle de laïcité, il y a une question préliminaire qu'il faut se poser. Quelle attitude l'État va prendre face aux phénomènes religieux, en général? Il y a 3 options. La servilité, la laïcité ouverte, la neutralité ou l'antagonisme. La Révolution française a joué sur les 2 tableaux ici. Encore dans la salle ici, j'ai des amis qui sont antagonistes envers la religion. C'est une position qui est, à mon avis, une position politiquement recevable. Collectivement, c'est possible, mais un État ne peut pas adopter ça. Un État qui vit avec une charte des droits. Parce qu'il faut autoriser quand même l'expression d'opinions qui sont différentes. Une fois qu'on a accepté, en passant, le projet de loi 21 choisit la neutralité. C'est clair, il n'y a qu'à le lire. Une fois qu'on a décidé qu'on allait être neutre, c'est-à-dire qu'on allait dire oui, il y a un phénomène religieux dans la société, on va le prendre comme un phénomène social. L'État est mis dans une situation où il devra exprimer un égal respect et de l'impartialité. Une autre chose à réaliser, c'est que, essentiellement, une politique de laïcité, c'est un mode de gestion, c'est une politique de gestion du phénomène religieux. C'est normalement, ça devrait être conséquent avec la politique globale de gestion de la diversité dans une société. Qu'est-ce que c'est, ça, ces politiques-là? Au Canada, alors le Canada a une politique reconnue dans une loi. 1988, c'est une loi qui a été adoptée par Mulroney, parce qu'à l'époque, il y avait déjà des changements importants dans la société. Et puis, merci bien. Mais ça, c'est le multiculturalisme officiel. Okay, je vais le voir brièvement. Dans mon livre, je me suis appesanti sur le multiculturalisme que je sens comme un ennemi naturel. Mais
il y a le multiculturalisme officiel, et ce n'est pas si énervant que ça, c'est raisonnable, on va le voir un peu. Puis au Québec, on a une vague proposition qui s'appelle l'interculturalisme. On va le voir aussi, mais là-dessus, je ne suis pas d'accord du tout avec ce qu'on nous a présenté. Alors, voici le premier alinéa que j'ai subdivisé là, de la politique de la loi de 1988. Alors, c'est simple, le premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 3. Alors, très fantaisiste, jovialiste, la rédaction de ça. Honnêtement, là, je pense qu'il y en a qui faisaient des tests de THC longtemps avant que c'est devenu illégal. Alors, la politique consiste à reconnaître le fait que le multiculturalisme reflète la diversité culturelle et raciale de la société canadienne. Ce qu'ils veulent dire, c'est reconnaître la diversité culturelle et raciale. Ce n'est pas en soi mauvais. C'est même souhaitable en soi que la société reconnaisse sa diversité culturelle. Ici, ça se traduit par la liberté pour tous ses membres de maintenir, de valoriser et de partager son patrimoine culturel. C'est correct. Mais c'est tous ses membres. Hein? Ça veut dire que même les Québécois francophones de souche ont le droit de faire ça sans se faire dire que c'est identitaire. C'est juste une application de la loi sur le multiculturalisme. D'autres alinéas, on souhaite la participation de tous les individus et collectivités à l'évolution de la société. Ça, c'est un objectif de gestion sociale, un objectif de gestion de la diversité. C'est primitif, c'est gay, mais c'est quand même un objectif social. On encourage, cela, remarquez-le, je l'ai mis en rose, parce qu'elle va revenir sous une autre forme un peu plus tard, encourage la reconnaissance et l'estime réciproque des cultures. Mon Dieu, que c'est donc agréable. C'est beau, le Canada. Alors, c'est pas mauvais, mais ça ne change pas grand-chose en réalité. Le dernier a été fait pour Radio-Canada pour s'assurer qu'il soit contre tout projet de loi contre la laïcité. Alors, les agences fédérales sont obligées par la loi de promouvoir le multiculturalisme. Ils le font. Maintenant, on va parler du vrai multiculturalisme. La religion politique s'est développée à partir de 1971. En 1969, la commission Laurando-Dunton a remis une partie importante de son rapport et il recommandait que le Canada devienne un pays bilingue et biculturel. Pierre Trudeau, qui a été élu en 1968, n'était absolument pas d'accord. Pour lui, le Canada devait être un pays bilingue et multiculturel. Jusque-là, ça va. Personnellement, je me dis que c'était vraiment plus conforme à la réalité canadienne de l'époque. Moi, je me souviens très bien qu'à l'époque, les Canadiens français, comme on les appelait, avaient de la difficulté parce qu'on se faisait dire par les anglophones, le Canada est un pays britannique parlant anglais. Daniel Johnson avait sorti son livre « Égalité ou indépendance » en 1968. C'est dans ces années-là, c'est là où l'effervescence nationaliste a commencé à se développer. Alors, Trudeau est arrivé avec sa politique. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'ailleurs dans le monde aussi, à l'époque, on est devenu multiculturaliste. Les États ont découvert qu'elles n'étaient plus uninationales. Il n'y avait plus qu'une nation, que des Français en France, que des Anglais en Angleterre, que des Allemands en Allemagne. Alors, le multiculturalisme s'est développé. Il s'est développé en religion. Ce n'était pas une politique, c'était une philosophie, une idéologie, et qui consiste en une acceptation totale et inconditionnelle de toutes les propositions culturelles minoritaires. Les majorités doivent s'adapter à la minorité.
les minorités n'ont pas à s'adapter à la majorité. C'est un extrémisme, mais c'est justement devenu un idéalisme. Ce n'était pas obligatoire que ça devienne comme ça. Mais au Canada, le grand turiféraire du multiculturalisme répète ça encore aujourd'hui. Donc, on rejette toute proposition culturelle de la majorité. C'est vraiment une application extrémiste, une défense obsessionnelle de la différence, comme je marque ici. Ça favorise le marquage ostentatoire des différences, aucun intérêt à rechercher une identité commune. C'est très divisif. Ça, c'était le multiculturalisme officiel. C'est celui que nous chantent les politiciens fédéraux. Ça n'a rien à voir avec la loi du multiculturalisme canadien, qui est en fait une constatation sociologique d'une multiplicité. La loi, là, je me trompe, je n'ai pas changé, OK. Alors, Trudeau le Jeune a pondu ce magnifique ouvrage quelques semaines après son élection, sa prise du pouvoir. C'est une citation qui vient du New York Times. Il n'y a pas d'identité fondamentale au Canada, c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Il n'y a pas de courant dominant. Il n'y a pas d'anglophone au Canada. Il n'y a pas de courant de pensée dominant au Canada. Il n'y a que des valeurs partagées. Ça m'apparaît comme un extrait de l'Évangile. OK? Et c'est effectivement, il appelle ça, il est heureux de constater que le Canada est le premier État post-national. Il n'y a plus de nation au Canada. Et ce qui est drôle, c'est que le multiculturalisme est bâti sur le concept de conforter les cultures identitaires. Mais quand vient le temps de créer une culture commune, il n'y en est pas question. Dans le livre, j'explique pourquoi, parce que c'est essentiellement un différentialisme ethno-culturel, et on a peur que les minorités disparaissent dans un grand tout immonde. Mais en tout cas, ça, on peut le voir. Je n'insiste pas davantage là-dessus, et je vais vous parler maintenant de l'interculturalisme. C'est une vague politique. Le rapport Bouchard-Taylor, qu'on devrait appeler Bouchard, d'ailleurs, d'après M. Barry, avec raison, a défini l'interculturalisme comme ci. Politique au modèle préconisant des rapports harmonieux entre cultures. Wow! C'est très jovialiste. Fondé sur l'échange intensif et axé, mais jusqu'ici, là, la belle phrase en rose ici, c'est la même phrase qu'on a trouvée dans la loi sur le multiculturalisme. Un des alinéas là, que je vous ai montré après le premier. Le rapport harmonieux entre cultures. Ça, c'est l'objectif de sa politique, d'après lui. Par contre, contrairement au multiculturalisme, c'est là où il devient original. On précise que c'est axé sur un mode d'intégration. Dans le multiculturalisme, vous vous souvenez peut-être qu'on parlait de favoriser la participation des divers individus, des minorités dans la société, à l'évolution de la société. Ici, on parle d'intégration. Ça, c'est un blasphème multiculturel. Donc, l'interculturalisme, ce n'est pas du multiculturalisme intégral. Ça parle d'intégration, ce qui est interdit. Un autre blasphème, on parle multiculturel, on parle de l'identité commune. Je trouve que dans ça, il y a quand même ces deux éléments-là qui sont intéressants. Reste à définir ce que ça veut dire. Mais je trouve ça intéressant qu'on ait déjà introduit le concept d'intégration. J'ai repensé l'interculturalisme. Je pense que c'est une politique de gestion de la diversité. C'est de ça qu'on a besoin. On a besoin de se poser la question dans le domaine des hôpitaux, dans le domaine du travail, dans tous les domaines de la vie, comment va-t-on se comporter face à la diversité? La diversité dans le travail, la diversité
dans le loisir, dans les langues, et etc. L'interculturalisme doit être une politique de gestion de l'ensemble des rapports interculturels. Le multiculturalisme possède une dimension de gestion de la diversité. L'interculturalisme défini par la Commission a complètement éliminé ça. Il s'agit simplement de rendre bien heureux les rapports entre cultures. Je trouve que ce n'est pas sérieux. Ça prend une politique de gestion des rapports interculturels, fondée sur la reconnaissance d'un patrimoine commun de valeurs. Je explique dans le livre comment on y parvient. Et ce qui est intéressant, c'est que ce patrimoine, j'ai découvert, à force de travailler dessus, que ce patrimoine commun de valeurs est identifié dans la charte. Les juges l'ont précisé, puis c'est assez intéressant de découvrir ça. Visant à susciter un niveau optimal d'intégration, menant au développement d'une culture commune. Donc l'intégration, je ne veux pas une intégration forcée, juste ce qu'il faut pour qu'on se crée une culture commune. La culture commune, là, soyons honnêtes, elle existe. Les différentes cultures, ce n'est pas tous des psychopathes. Loin de là. Ce n'est pas vrai que c'est des psychopathes. On a des choses en commun. On respecte la vie. Tout le monde ne le fait pas, mais tous les groupes ont des problèmes, le même problème avec certains individus. On respecte la vie, on respecte l'intégrité de la personne, on respecte toutes sortes de choses comme ça. J'explique dans le livre quels sont. Essentiellement, c'est ces 5 droits et libertés. C'est le droit à la vie, le droit à la sécurité, le droit à la protection de sa personne, le droit à la protection de sa morale, la protection morale de l'individu, et le droit à l'égalité des personnes. Ça, c'est fondamental. Et c'est ce qui devrait servir comme norme d'évaluation des différentes cultures. Bon, je passe très vite, là. Je vais juste aborder les sujets. Je cherche un principe de laïcité qui ne soit pas d'un extrême à l'autre. Un extrême étant la laïcité dite ouverte, qui est une anti-laïcité, qui n'est pas une vraie laïcité, parce qu'elle n'est pas anticléricale. Elle encourage, elle se prétend un peu religieuse, mais elle est religieuse, ce n'est pas de la laïcité. Et à l'opposé de ça, il y a l'assimilation complète des individus à la majorité. Entre les deux, il faut créer une laïcité. J'ai choisi le terme de laïcité de vigilance. C'est une idée que j'ai piquée à la thèse de doctorat du professeur Lampron de l'Université Laval. Il a fait une étude que j'ai trouvée magistrale, sa thèse de doctorat. La Cour suprême, tous les tribunaux, au niveau international, c'est la même chose. Le droit international arrive à la même conclusion. Tous les droits et toutes les libertés sont égales. Il n'y en a pas une qui prévaut sur l'autre. L'affaire, c'est qu'en pratique, quand elle prend des décisions, la Cour suprême a montré un biais évident en faveur de la liberté de religion. Elle est protégée et plus précieuse que les autres un peu. Et il a en fait une démonstration assez magistrale. Il cherchait donc un modèle de laïcité qui n'était pas un extrême ou un rejet ou une acceptation complète de la religion. Il cherchait quelque chose entre les deux. Et l'attitude, c'est de dire, bon, OK, la société vit un phénomène de présence du phénomène religieux. On va le prendre comme un phénomène social, mais on va rester vigilant, comme pour tous les autres phénomènes sociaux. On va faire attention parce que la religion peut créer des problèmes sociaux et il faut être capable de s'en prévaloir. Alors, de là l'expression « la laïcité de vigilance ». Quand on veut se créer un modèle, j'en ai parlé tout à l'heure, quelle attitude on veut prendre? Moi, c'est mon opinion, la laïcité n'a pas pour objectif l'éradication de la religion de la société. La laïcité a pour objectif
l'éradication de la religion, de la politique, de la gestion de l'État. Si les gens veulent être crédules, croire à des choses indémontrées, les gens ont le droit. Et comme je le disais précédemment, je pense que c'est un objectif politique, individuel, qui peut être acceptable, mais l'État ne peut pas se permettre de prendre parti pour ou contre les religions. La laïcité, simplement, peut considérer la religion comme un phénomène social, comme tout autre, dont il doit pouvoir se prémunir lorsqu'il crée des problèmes. Les éléments, les fameux 4 éléments de la laïcité, liberté de conscience, égalité, séparation de l'État et des religions, et la neutralité de l'État. Ça, le projet de loi actuellement dit exactement ça, dans un ordre différent, mais c'est exactement la même chose. OK? Qu'est-ce que c'est? C'est beau dire, la laïcité est composée de 4 éléments. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Et c'est là où je me suis posé des questions. Le droit à l'égalité, tout le monde comprend ce que c'est, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de lecture à faire là-dessus. Le droit à la liberté de conscience et de religion, j'en parle assez longuement dans mon texte. C'est pas évident, parce qu'n'oubliez pas que tout le monde ne comprend pas les choses de la même façon. La séparation de l'État et des religions, ça, c'est un bel exemple. Si vous allez aux États-Unis et que vous parlez de la séparation de l'État et des religions, tout le monde va être d'accord avec vous. Sauf qu'ils ne comprennent pas la chose de la même façon. Ce qu'ils comprennent, et chez nos amis anglophones, il y a beaucoup de gens qui, au Canada, partagent la même opinion. Ce qu'ils comprennent, c'est que l'État ne se mêle pas de religion. Parce que chez les anglophones, ce qui compte, c'est le religious freedom, qu'on traduit en français par la liberté de religion, mais qu'on devrait traduire par la liberté de la religion. La religion est libérée de l'État. C'est ça qu'on comprend. Ça fait que quand je parle de séparation de l'Église et d'État, M. Singh nous dit qu'il est tout à fait d'accord. Il n'y a aucun problème avec le concept, parce que lui comprend ça comme ça, que la religion est libérée de l'État. Moi, je cherche une définition. Pour arriver à cette définition, j'ai utilisé des paroles de la Cour suprême dans le jugement du MLQ contre le maire Tremblay et la ville de Saguenay. Le principe exige de l'État de maintenir en fait et en apparence une stricte autonomie par rapport aux perspectives religieuses. La Cour suprême n'a pas compris la nuance, c'est-à-dire elle l'a compris, mais elle n'a pas été capable de l'identifier. Elle a compris que la neutralité de l'État, c'était une chose, et que l'État, en plus, devait être autonome. Il l'a répété à 3 reprises dans le jugement du MLQ. Et elle l'a exprimé ainsi, une stricte autonomie par rapport aux perspectives religieuses. Ça veut dire que l'État ne tolérera pas une pression indue provenant du monde religieux. Ça lui est interdit par ce principe-là. Et en retour, il s'engage à ne pas s'immiscer, mais c'est lui qui le décide, soit dit en passant. Hein? C'est l'État qui décide de ne pas s'immiscer indûment dans les affaires de croyance. Indûment. Dans la perspective de la Charte des droits, indûment, ça suppose qu'il y a une possibilité de le faire à un moment donné. L'article 1 de la Charte des droits nous dit que l'État ne peut intervenir à l'encontre des droits et libertés, donc la liberté de religion, que si son action est raisonnable et justifiable dans le cadre d'une société libre et dynamique et démocratique. OK. Ce principe étant susceptible d'attaquer, entre guillemets, une liberté de religion, automatiquement, la Cour va se référer à l'article 1 de la Charte et se poser la question, est-ce que l'action de l'État, dans ce cas-là, est justifiable dans le cadre d'une société libre et démocratique?
Donc, le indûment fait juste souligner le fait que l'État peut, dans certaines circonstances, intervenir dans les croyances. Par exemple, quelqu'un qui décide, un groupe, comment est-ce qu'on les appelle, là? Oui, ça peut être les témoins de Jéhovah, mais ça peut être simplement les racistes, là, la meute ou je ne sais pas quoi, qui prêcherait la haine des Juifs ou peu importe. À ce moment-là, l'État pourrait intervenir et dire « C'est bien beau de vos croyances, là, mais il y a une limite. » Parce que je ne veux pas qu'on dise que l'État ne puisse pas s'immiscer dans les affaires de croyances. Ça, c'est le premier amendement de la Constitution américaine qui interdit à l'État d'intervenir à l'encontre de tout ce qui s'appelle religieux. Et ça ne me tente pas du tout. Alors, je propose, M. Barry, si le MLQ voulait bien endosser la proposition, qu'on définisse la séparation de l'État et des religions dans le projet de loi 21. C'est essentiel. Il faut que ce soit fait là. Si ce n'est pas fait là, la Cour suprême, un jour, va la rencontrer et la première chose qu'elle va faire, comme le terme n'est pas défini dans la loi, ils vont aller voir dans le dictionnaire. Et là, ils vont trouver n'importe quoi. Si on est sérieux, avec un projet de loi comme ça, on doit définir le terme. Ça peut se faire juridiquement, là, en termes de rédaction juridique, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a une section de définition dans le projet de loi. On peut utiliser cette section-là. Ça peut être fait à la suite de la proclamation du principe. Il y a plusieurs façons de le faire. Et j'ai fait attention d'utiliser ici la terminologie de la Cour suprême. En voyant ça, la Cour suprême va être obligée d'aller voir ses jugements. Et le jugement qu'on a eu avec le MLQ contre M. Simoneau et contre la ville de Saguenay puis le maire Tremblay, c'est inespéré. On va en parler tantôt. C'est totalement inespéré. Il y a des choses là-dedans extraordinaires. Sauf que la Cour suprême, elle a eu l'intuition de la séparation de l'État et des choses. Elle ne l'a pas identifié. Elle a mêlé ça avec la neutralité. Ça fait que si on lit comme ça, sans trop se poser de questions, on pense qu'elle parle de neutralité, mais ce n'est pas vraiment ça qu'elle parle. Et il ne faut pas perdre cette interprétation-là. La Cour, maintenant, a changé par rapport à celle du jugement. Le juge McLaren, qui était la juge en chef, est parti. Le juge Gascon, qui a écrit ce jugement extraordinaire, a annoncé sa retraite au mois de septembre. Donc, la Cour n'est plus la même. Il faut geler dans la loi cette interprétation-là. C'est la raison pour laquelle il faut définir les termes dans la loi. Il y a des motivations religieuses. C'est un exemple. Dans le jugement du MLQ, paragraphe 81, la Cour dit qu'une disposition législative ou réglementaire sera inopérante lorsque son objet est religieux et donc inconciliable avec l'obligation de neutralité de l'État. Ça veut dire que l'État ne peut pas s'inspirer d'un principe religieux. Il y en a eu plusieurs jugements là-dedans, par exemple, la loi qui interdisait d'ouvrir les commerces le dimanche. Bien, ça, c'est choisir le sabbat des chrétiens, puis de l'imposer aux Juifs ou aux musulmans ou à n'importe qui. Ces lois-là ont été invalidées sur ce principe-là. Enfin, le principe a été développé suite à ces jugements-là. C'est un exemple du fait que l'État ne peut pas s'inspirer d'une religion, il doit rester autonome. Il doit utiliser des principes communs à la société, les valeurs communes de la société, sans donner de prédominance à une croyance chrétienne, par exemple, la loi du dimanche. Alors, ça, c'est un exemple d'une confirmation par la Cour suprême du principe de l'autonomie de l'État. Et maintenant, on arrive à la neutralité. Ce n'est pas non plus une expression qui est définie dans le projet de loi 21. Ça manque énormément. Pourtant, la Cour suprême, dans le dernier jugement, mais dans tellement de jugements, a vraiment confirmé ce qu'elle entend par la neutralité de l'État. Et ça, je vous le dis, ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend actuellement. Ce qu'on entend actuellement, là, c'est une complainte de la défense de la liberté de religion. Personne ne nous parle de neutralité de l'État.
ce que ça veut dire et ce que ça devrait être. On ne parle que de liberté de religion, comme en 2014 avec la Charte des valeurs. À partir de maintenant, je ne parle plus, je laisse parler la Cour suprême. Tous mes textes sont en italique. C'est une citation. OK? Alors, à l'époque, la Cour nous disait que la Charte québécoise ou la Charte canadienne n'énonce nullement, explicitement, l'obligation de neutralité religieuse de l'État. Ça vient d'une évolution, d'une interprétation évolutive de la liberté de conscience et de religion. Et je me suis tapé assez de jugements de la Cour suprême pour savoir qu'effectivement, il y a eu une évolution. Et la Cour suprême est très constante depuis 1985 là-dessus. Aujourd'hui, on va avoir avec le projet de loi 21, on l'a eu avec la loi 62. La loi 62, qui n'est pas abolie par le projet de loi 21, dont les articles les plus farfelus sont par contre abolis, est remplacée par des choses un peu plus intelligentes. L'avantage de la loi 62, c'est qu'elle définit très bien les accommodements religieux et elle nous dit quand, comment les appliquer. Donc, ils ne l'ont pas aboli. Moi, j'aurais pensé qu'ils l'auraient aboli et introduit les articles intéressants dans leur loi. Ils ont choisi de laisser un article sur la neutralité religieuse de l'État qui ne dit pas grand-chose, mais ce qu'il dit est vrai et acceptable. Et de garder une loi sur la laïcité. La Cour suprême a justifié la neutralité de l'État. Et à mon avis, c'est très difficile à contredire. Lorsque l'État adhère à une croyance, et la Cour nous dit à plusieurs endroits dans le même jugement ce que ça veut dire adhérer à une croyance, il ne fait pas qu'exprimer une opinion au sujet de la religion, il hiérarchise les diverses croyances et remet en cause la valeur de celles qu'il ne partage pas. Il hiérarchise aussi les individus qui portent en eux ces croyances. À mon avis, c'est tout à fait vrai. Je n'ai aucune querelle avec ce texte-là. Le texte a été cité au paragraphe 73 du MLQ, mais c'est une citation du professeur Moon. Autrement dit, c'est une paraphrase de la citation du professeur Moon qui vient après dans le texte, mais les mots sont ceux de la Cour suprême. Alors, elle nous dit un peu plus tard, juste avant de rendre son jugement, les derniers paragraphes, l'État, faut-il le préciser, n'est pas libre de croire ou de manifester une croyance. C'est ce que ça veut dire, la laïcité, pour la Cour suprême. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. La neutralité, un paragraphe extraordinaire qui nous dit comment ça s'opère, qui est responsable, qu'est-ce que c'est et où ça s'applique. Comment c'est en n'exprimant aucune préférence religieuse. L'État, le responsable, s'assure de préserver un espace public neutre et sans discrimination, à l'intérieur duquel tous bénéficient également d'une véritable liberté de croire ou de ne pas croire. Pour ceux qui s'inquiètent, la Cour suprême, depuis 1985 et même avant, à l'époque où il n'y avait pas la Charte, à l'époque de la Déclaration canadienne des droits et libertés, la Cour suprême canadienne, ce n'est pas le cas aux États-Unis, a toujours associé également la croyance et la non-croyance. Autrement dit, pour elle, la non-croyance est une croyance qui est vraie fondamentalement, mais les athées, les agnostiques ont droit au même respect de leur liberté de religion, de la façon dont elle l'a définie. Ça, c'est une autre saga avec laquelle je m'amuse dans le texte. La définition de la liberté de religion, de conscience et de religion au Canada, c'est assez amusant. Mais ils ne sont pas trop dans le champ. La question importante, à qui ça s'applique? La neutralité est celle des institutions et de l'État, non celle des individus. J'ai entendu des arguments, je crois que le MLQ va le faire. On veut que la neutralité de l'État
s'applique, par exemple, dans les collèges privés. Personnellement, je trouve un peu embêtant de demander à un collège privé catholique d'être neutre. Je trouve qu'il y a comme quelque chose de bizarre là-dedans. Mais la Cour suprême, là-dessus, elle dirait « c'est impossible ». Seul l'État, ses représentants, ses institutions ont l'obligation de neutralité. Alors, ça, c'est en principe ce qui se passe. Jusqu'à maintenant, le projet de loi 21 suit cette consigne-là. Il n'applique pas la... Je vais prendre les questions à la fin, si vous voulez. Okay? Il ne va pas appliquer... Le projet de loi 21 n'applique pas les obligations... d'ailleurs, il y en a tellement peu, là. Il y a les obligations de neutralité aux groupes privés, au CPE, puis ces choses-là. Par contre, dans les écoles, ça va être applicable. Alors, ça, c'est le principe de la Cour suprême. On peut contester ce principe-là, mais si vous allez en cours sur cette base-là, on va rejeter. Ils l'ont déjà fait d'ailleurs dans le cas de la cause, c'était pour l'ECR, là, le cours d'éducation culturelle. Oui, c'est ça. Où il y a des écoles qui étaient contre, parce qu'ils vont dire, vous ne pouvez pas me demander comme école, c'était catholique, je crois, de dire ces choses-là, c'est contre ma chose. Comme c'était une école catholique, la Cour suprême lui a donné raison. C'est un objet de débat. La Cour suprême nous dit d'autres choses. La cible de la neutralité réelle. La Cour suprême utilise beaucoup cette expression-là. La neutralité réelle de l'État, dans la cause du MLQ, c'est constant. N'est pas la stricte autonomie de l'État par rapport aux perspectives religieuses. C'est le texte que j'ai souligné tout à l'heure. Okay? Vous voyez qu'ici, elle a l'intuition de ce qu'est la séparation de l'État et des religions. Mais elle ne va pas plus loin. Alors, en choisissant ces mots, j'espère qu'elle va se souvenir qu'elle a dit ça. L'objectif de la neutralité est plutôt de faire en sorte que l'État demeure en fait et en apparence, aussi l'expression que j'ai utilisée, c'est le même paragraphe ça, ouvert à tous les points de vue, sans égard à leur fondement spirituel. Autrement dit, l'État accepte tous les points de vue, pourvu qu'il respecte les normes. Puis ça, ce n'est pas clair. J'aimerais bien que ce soit précisé. Le critère qu'on impose à l'État pour intervenir, qu'on l'impose aussi aux croyances, là, que ça soit justifiable dans une société libre et démocratique. Alors, elle définit ici sa neutralité. Elle revient dans les textes suivants. Loin de viser l'autonomie, elle revient encore avec l'autonomie, donc la séparation de l'État des religions. La neutralité réelle exige que l'État ne favorise ni ne défavorise aucune religion et qu'il s'abstienne de prendre position à ce sujet. Une très belle définition de la neutralité qui pourra être mise dans le projet de loi. Un juriste sait ça, mais monsieur tout le monde qui rouvre à un moment donné la loi 21, une fois adoptée, s'il y a une définition, parce qu'il y a besoin de savoir ce que ça veut dire, il y a ici une belle définition. Pour le futur des choses, je ferai remarquer que si je dis que l'État ne peut pas favoriser une religion, en pratique, on peut à un moment donné dire, un instant là, dans tel cas, vous favorisez une religion, pourquoi vous faites ça? C'est une déclaration de principe qui peut aller très loin. Par exemple, un fonctionnaire qui n'est pas un fonctionnaire du système judiciaire, parce que c'est juste à eux que s'applique l'interdiction de porter des signes religieux. Essentiellement, je regardais la liste hier encore, c'est tous les tribunaux, pas tous les tribunaux, certains tribunaux, parce que les juges nommés par le fédéral ne sont pas touchés par ça, et les tribunaux administratifs, les différentes commissions, régies du logement, commission du transport, et ça, tous ces gens-là nommés par Québec vont être obligés de le faire, mais juste les commissaires. L'exécutif, il y a un ministre qui va avoir cette obligation-là, c'est le ministre de la Justice.
Pourquoi le premier ministre, ce n'est pas un représentant de l'État, ça? Bon, OK. Alors, on va revenir là-dessus. Même inclusive, c'est la Cour suprême qui parle encore. C'est juste la phrase suivante. Même inclusive, une pratique religieuse étatique risque néanmoins d'exclure les incroyants. M. Simoneau avait fait sa plainte à l'effet qu'il était exclu, qu'il était discriminé par la situation. Là, ça, c'est la réponse. On est rendu au paragraphe 137. On est rendu loin dans le jugement, là. Et la Cour est à veille de rendre sa décision. Et elle confirme que, même inclusive, parce que la Cour a rejeté toute l'histoire de l'inclusion, la laïcité un peu religieuse, qu'elle appelait ça. Alors, on continue. C'est encore le même paragraphe. Il est très long, le paragraphe 137, mais il résume tellement bien la situation. J'ai pris une partie du paragraphe 137, à peu près la moitié, puis j'ai fait 3 diapositives avec. Ça, c'est la 3e. La conformité avec la Charte québécoise de la neutralité, on parle de la conformité de la neutralité, ne dépend pas de son degré d'inclusion, mais de son caractère exclusif. C'est incroyable. La Cour suprême est en train de nous dire que l'État, pour qu'il soit neutre, doit exclure toutes les religions, toutes les croyances. Et ses effets sur la capacité du plaignant d'agir le plaignant, évidemment, mais d'une personne d'agir en conformité avec ses croyances. M. Simoneau n'était pas capable d'agir selon ses croyances parce qu'il devait se soumettre à une prière catholique. Il a gagné. Alors, où ça s'exerce? Dans un espace public neutre, libre de contraintes, de pression et de jugement de la part des pouvoirs publics. C'est quoi un espace public? C'est là que ça s'applique, la laïcité. L'espace public, c'est un endroit où le public a accès. Pas nécessairement libre accès, ça peut être restreint. Mais moi, j'ai travaillé 22 ans dans l'appareil fédéral. J'ai connu aucun endroit où, à un moment donné, il n'y a pas un livreur qui vient chercher une lettre, ou bien un plombier qui vient faire une réparation, qui ne travaille pas pour l'État. Il y a toujours quelqu'un qui vient partout. Je sais que c'est très rare, mais ça arrive que même au Conseil des ministres, il y a des étrangers qui sont invités. Ça, c'est le public. Ce sont des espaces publics. Que je sois dans un ministère, dans un parc, dans une ruelle, je suis dans un espace public. La neutralité s'applique dans un espace public qui doit être neutre de toute interférence religieuse provenant de l'État. C'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit que ça tend au contraire à protéger la liberté et la dignité de chacun. Une école, c'est un espace public. Il y a des petits-enfants, mais ils sont membres du public et ils viennent là à tous les jours. Donc, les professeurs devraient ne pas pouvoir porter des signes religieux parce qu'ils sont dans un espace public. Alors, la Cour continue. Faut-il le préciser? L'État n'a pas la liberté de croire ou de manifester une croyance. Et là, il nous dit, je réitère, le juge Gascon, nous dit, je réitère qu'il est ici question de l'adhésion par l'État à une croyance religieuse par l'entremise de ses représentants agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Moi, je me souviens, en 2014, le Parti libéral nous disait, la neutralité, c'est celle de l'État, pas de ses employés. Le barreau du Québec a fait un mémoire pour dire exactement la même chose. La Commission des droits de la personne libérale a émis exactement la même position. Et j'ai vu dans ce jugement un démenti officiel que les représentants de l'État, dans l'exercice de leurs fonctions, n'ont pas le droit, sont soumis à l'obligation de neutralité de l'État, et n'ont pas le droit, en conséquence, de porter des signes religieux. Pourquoi? Parce qu'ils discriminent contre les citoyens. On va voir ça dans une autre chose. Le respect de son obligation de neutralité n'implique pas d'exercice de conciliation des droits. Conciliation.
régler un problème en faisant plaisir à tout le monde. Il n'a pas de droit de conciliation. Je ne peux pas laisser. Elle nous disait dans la diapositive précédente, la Cour, c'est son caractère exclusif qui la rend conforme à la charte, pas son inclusion. La Cour est constante là-dessus. C'est très loin de ce qu'on entend parler dans le débat. On n'en parle pas dans le débat de ça. J'aimerais bien qu'on défende la neutralité, qu'on défende la laïcité, mais il n'y a pas de défense pour le moment. Quelque chose qui est très important ici, très intéressant, l'État peut porter atteinte à la liberté de conscience et de religion, notamment par l'adoption d'une loi ou d'un règlement, on le sait. J'ai parlé tantôt d'une loi sur le dimanche, par exemple, pour respecter le sabbat catholique, ou lorsque ses représentants dans l'exercice de leurs fonctions se livrent à une pratique qui contrevient à son obligation de neutralité. Là-dessus, le projet de loi 21 est d'accord. Le projet de loi 21, l'article 20 du projet de loi, rajoute un article à la loi 62 du Parti libéral. Et l'article dit, en ce qui regarde le devoir de neutralité de l'État, il n'y a aucun accommodement raisonnable qui est admissible. J'ai entendu des « Oh! Oh! » C'est tiré de là. On impose l'article 1, qui a été modifié dans la loi 62, comme l'ancien, mais moins tata un peu, là, nous dit que l'État impose son obligation de neutralité religieuse à ses fonctionnaires. Après ça, il nous dit qu'ils ne doivent pas discriminer sur la base de leur religion ou la base de la religion d'une autre personne ou de leur patron. Là, je pense qu'il y a des belles occasions manquées là, ici, mais en tout cas, c'est un choix politique, c'est un bricolage politique, comme la commission Bouchard-Taylor. C'est juste un bricolage politique, ça ne se tient pas. J'en ai pour des heures à vous dire ce que j'ai dans mon texte. Ici, je veux juste, on a fini, je veux juste souligner, en 2014, il y a des gens qui disaient, moi je suis gêné de rencontrer quelqu'un qui manifeste une croyance religieuse particulière. Puis là, il y avait des hypothèses. Imaginez, par exemple, un musulman homosexuel qui vient rencontrer une travailleuse sociale qui porte un voile. Ça crée un malaise. Moi, je me suis fait dire par le Parti libéral à la commission, non, il n'y a pas c'est de l'intolérance. Quand, dans l'exercice de leurs fonctions, les représentants de l'État professer sa religion, adoptent ou favorisent une croyance à l'exclusion des autres, les deux premiers critères de la discrimination, soit l'exclusion ou la distinction, fondés sur la religion, sont établis. Il y a discrimination. Celui qui discrimine le citoyen, le fonctionnaire qui porte son signe religieux, discrimine le citoyen. C'est ça que la Cour suprême nous dit. Ce n'est pas le fonctionnaire qui est discriminé parce qu'on lui dit « tu ne porteras pas ton signe ». C'est pas lui ou elle qui est discriminé. Parce que là, on a une vision tunnellaire, on regarde sa liberté de religion. Le monde autour peut tourner, on regarde sa liberté de religion. Ah, on ne la respecte pas intégralement. Mais la Cour suprême nous dit « hey, il y en a d'autres dans le game, là. » Ceux qu'on disait les intolérants, là, bien, en fait, ils sont discriminés. Le plus beau cas, c'est le cas de M. Simoneau. Ça ne peut pas être plus évident. Il a gagné à 9 sur 9. La Cour a parlé à l'unanimité. C'est assez phénoménal. Donc, la seule justification permettant à l'État d'imposer une obligation de neutralité à ses représentants, c'est le fait qu'il le représente. Alors, le fait qu'il soit dans un édifice gouvernemental, ça n'a rien à voir. Le fait qu'il soit dans un endroit qui est subventionné par le gouvernement, ce n'est pas suffisant. Le fait que ça soit du patrimoine, un crucifix patrimonial de 1933, ce n'est pas suffisant. La seule raison pour laquelle on peut exiger d'un représentant de l'État
de ne pas porter de signe religieux, c'est le fait qu'il représente l'État. Donc, si vous voulez vous demander si une enseignante au secondaire a le droit de porter un signe religieux, non. Si vous voulez vous demander si une infirmière dans un hôpital de l'État a le droit de porter un signe religieux, non. Un policier sur le bord de la route, a-t-il le droit? C'est un représentant de l'État? Non. La commission Bouchard-Taylor ont décidé, dans leur grande sagesse, que l'autorité coercitive était le critère. C'est drôle parce que dans toute son argumentation, je l'ai lu plus qu'une fois, le fameux rapport, dans toute son argumentation, la commission nous dit, dans le cas d'un prévenu, là j'imaginais un motard, dans le cas d'un prévenu, ça ne serait pas juste de le soumettre à un juge qui allait le juger avec un signe religieux. L'impact sur lui fait perdre la crédibilité de l'État. Ah, c'est intéressant. La professeure dans une école, la fonctionnaire qui va t'accorder ou pas un bénéfice social, l'impact sur ton émotion, sur ta psychologie, ça ne s'applique pas. Dans ces cas-là, la commission a dit, le critère à appliquer, c'est si le signe religieux empêche de faire son travail correctement. Regarde, si j'ai un casque de motard, puis ça m'empêche de faire mon travail, religieux ou pas religieux, je ne devrais pas le porter. Si j'ai un voile qui m'empêche de faire mon travail, religieux ou pas religieux, je ne devrais pas le porter. C'est une question de sécurité au travail. C'est déjà réglé, cette question-là. Mais alors, dans le cas des criminels, les motards criminalisés, il faut être certain que le juge ne porte pas de kippa. Par contre, le procureur de la Couronne, lui, il n'a pas besoin de ça. Les greffiers, ils n'ont pas besoin de montrer de la neutralité de l'État. Tout le personnel qui est là non plus. Mais le juge, c'est important. Et en droit criminel, pas en droit civil. En droit civil, le juge ne représente pas l'État. Le projet de loi a au moins fait le ménage là-dedans. Le projet de loi a dit que les juges, mais ce n'est pas les vrais juges, c'est ce qu'on appelle les juges fonctionnaires. Et les juges fonctionnaires sont des juges mineurs qui font des jobs plutôt administratifs, enregistrer des documents puis des choses comme ça. Ils ne sont pas la même chose que les juges magistrats. Et les juges magistrats, d'après ce que j'ai compris, c'est les vrais juges qui vont émettre un mandat d'arrestation ou qui vont présider au tribunal en droit criminel et pénal. En droit criminel et pénal. Le même juge qui va siéger en civil, lui, il n'a pas besoin de porter de... Mais en tout cas, le projet de loi a amélioré les choses. Les procureurs de la Couronne, les greffiers, les avocats qui sont engagés, par exemple, la Commission des transports, vont être soumis aussi aux règles de la neutralité de l'État. La question maintenant, c'est qui représente l'État? Le premier ministre? Non, le premier ministre ne représente pas l'État. Non. Le seul ministre qui représente l'État, c'est le ministre de la Justice, le procureur général. Parce qu'il est associé au pouvoir judiciaire. C'est les gens du pouvoir judiciaire que la CAQ a choisi. Même tous les gens qui ont un uniforme avec sur l'épaulette Québec sont tous inclus, les agents de la Faune compris. Les agents de la Faune ont été invités, mais ils ont oublié au début d'inviter leur HQ. C'est vraiment pour eux le droit criminel et pénal qui est important. Et ça vient de la commission Bouchard-Taylor, qui n'a rien compris au problème, c'est bien évident. Et la Cour suprême n'est même pas d'accord avec eux autres. Le compromis, le bricolage politique de Bouchard-Taylor ne rencontre pas les décisions de la Cour suprême, tous les représentants de l'État. Là, je peux concevoir, par contre, qu'on peut se décider à un moment de dire cette personne ne représentera pas, cette tâche, ce genre d'emploi, ne représente pas l'État. Mais moi, je sais une chose.
Actuellement, à Gatineau, là, on a des inondations. C'est encore pire qu'en 2017. On reste à 2 coins de rue de là. Nous, dans un condo à 4 étages, on n'a pas de problème. Mais les gens en bas en ont, je peux vous le dire. Puis les gens qui sont là, on regarde, on dit, ah, les gars de la ville sont là. S'ils ne représentent pas l'État, pourquoi on dit que c'est les gars de la ville? Quand ils creusent un trou, ils représentent l'État, puis ils ne devraient pas porter de signes religieux. Et ce que l'État nous dit, la Cour nous a dit, c'est quand ces gens-là professent une religion ou adhèrent à une religion, bien, une médaille de Saint-Christophe dans le fond de ses poches, c'est pas professer une religion, ça. Fait que les questions théoriques qui excitent tellement les journalistes de ce temps-ci, ils ne se posent pas. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ce geste va à l'encontre des obligations de neutralité de l'État? Oui ou non, c'est facile à régler. Un scapulaire en dessous, comme on avait à l'époque, un scapulaire en dessous de en dessous de la camisole avec du créosote, là. Ça influence, le créosote peut-être influence les gens, par exemple. Mais c'est ça la règle. On est pris maintenant avec un projet de loi qui n'est pas mauvais fondamentalement, auquel il manque des choses, entre autres les définitions, les 2 définitions dont j'ai parlé au tout début. À mon avis, c'est essentiel. Il ne faut pas laisser la Cour suprême, le prochain banc, on ne sait pas à quoi il va ressembler. Trudeau va nommer un juge pour remplacer Gascon. Puis le juge, il va le choisir. D'abord, il regarde les listes des membres libéraux, là, ça fait que ça va bien. Il va nous choisir un multiculturaliste au maximum. Il faut geler ces définitions-là dans la loi maintenant. La Cour s'y opposera pas, c'est son texte. Ce sont ses textes. Et la règle que ce sont les représentants de l'État qui doivent assumer le rôle dans l'exercice de leurs fonctions, l'obligation de neutralité de l'État. C'est essentiel, c'est plus intelligent. La Cour est beaucoup plus intelligente que le rapport Bouchard-Taylor. Mes conclusions, la Charte ne s'oppose pas à la laïcité, mais elle nous force à la reformuler dans son langage. Et elle a été tellement généreuse avec le jugement du MLQ que je pense qu'il faut aller chercher tout ce qu'on peut aller chercher, puis mettre ça dans la loi pour geler cette interprétation-là dans notre loi. Et une chose qui est essentielle, et ça passe inaperçu, mais c'est vraiment essentiel. J'ai écrit un petit bidule là, sur le Huffington Post il y a quelques semaines où je parlais d'une vision tunnelaire. Actuellement, on nous ramène ça encore, là. C'est comme en 2014. On regarde l'interaction entre l'État et une personne qui dit « on viole ma liberté de religion ». Mais le problème est plus large. Sortez du tunnel, regardez autour. C'est ça que la Cour suprême a fait. La Cour suprême a dit il y a des gens, il y a des libertés de religion. L'État a un mandat de neutralité et il doit s'assurer que tous sont respectés. Quand ils ont condamné le maire Tremblay, là, la Cour suprême, ils ont brimé sa liberté de religion. Ils lui ont dit tu n'as pas le droit de réciter ta prière à haute voix devant tout le monde. Si tu veux en faire une en privé, on ne va pas te blâmer. Mais tu n'as pas le droit d'imposer ta religion à un autre. Et en conséquence, M. Simoneau a gagné. La vision qu'a la Cour suprême, ça devrait être quand même significatif dans le débat. La vision qu'a la Cour suprême, c'est « je regarde partout autour ». Sors du tunnel, arrête de regarder la liberté d'une personne, regarde celle de tout le monde. Fais un arbitrage entre des libertés de religion. Je rajoutais un post-scriptum, je reviens tout de suite à vos questions. La Cour a été précise sur les arguments historiques et patrimoniaux. La croix doit rester sur l'hôpital parce qu'elle a toujours été là. La croix doit rester au Salon Bleu parce qu'elle a toujours été là depuis 1933. Si, sous le couvert d'une réalité culturelle, historique ou patrimoniale, c'est la Cour qui parle, l'État adhère à une forme d'expression religieuse, il ne respecte pas son obligation de neutralité. Exit le patrimoine. Ce n'est pas acceptable pour la Cour suprême. Pas moi qui parle, là, c'est la Cour suprême.
Et ma petite dernière, ma préférée, la laïcité ouverte n'est pas constitutionnelle. On s'est fait dire que la Charte des valeurs n'était pas constitutionnelle, était tellement mal écrite qu'elle méritait. Là. Mais le maire Tremblay et la ville de Saguenay, c'est le IL, soutiennent à ce sujet que la neutralité de l'État permet de tolérer un État un peu religieux. Ça, c'est le texte. Ça a été ce que le maire Tremblay et la ville de Saguenay ont soutenu en cours. La Cour d'appel a dit « Ah oui! » Mais la Cour d'appel a mangé une volée en Cour suprême. Dans la mesure où celle-ci, l'État un peu religieux, se montre inclusif. Vous savez, l'inclusion, la tolérance et l'inclusion. La tolérance où je tolère même ce qui est intolérable, puis j'ose pas affecter la vision de soi qu'ont ces personnes. Il répond « J'estime que les intimés font fausse route à cet égard. » Paragraphe 137. Le même article que je vous ai donné plus tôt, là, encore une autre phrase de plus. Donc, la laïcité ouverte, heureusement, on n'entend pas parler, mais ça va venir, je sens ça, là, n'est pas constitutionnelle. C'est eux qui... Julie Latour avait tout de suite après, Julie Latour, qui est l'avocate ici à Montréal, a tout de suite écrit un bref papier dans les semaines qui ont suivi la sortie du jugement pour juste constater ça. Ce n'est pas constitutionnel. Et les arguments patrimoniaux, là, moi, quand ils ont mis le crucifix sur l'hôpital Saint-Sacrement à Québec, là, j'ai dit « OK, ça va ». Ça fait que je pense qu'on peut faire des questions si vous en avez.